Bonjour chers internautes et bienvenue sur iSwarm. iSwarm est une chaîne qui a l'intention de vous parler de l'intelligence artificielle et de son utilisation dans la vie réelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un projet précis qui me tient à cœur. C'est un projet panafricain et qui est porté par un journaliste très connu en Afrique. Ce journaliste, il s'appelle Alain Foka. Je dirais même Monsieur Alain Foka. Alors, Alain Foka est un homme qui a travaillé longtemps sur la chaîne RFI, qui est une chaîne très écoutée dans la francophonie, et donc ce qui lui donne une aura particulière auprès des Africains. Donc, je pense que c'est l'homme qu'il faut pour porter ce projet. Alors, de quoi parle ce projet? Ce projet Mansa, c'est un creuset qui va permettre aux jeunes Africains de venir se parler et de penser le futur, de penser l'Afrique du futur. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour l'Afrique du futur? Qu'est-ce qu'ils ont envie de changer? De changer de paradigme, que ce soit culturel, économique, politique, etc. Il y a pas mal de choses à changer pour que l'Afrique puisse enfin émerger à un moment ou à un autre. Donc ça, il n'y a que nos jeunes qui peuvent le faire, aidés par les plus vieux et les plus sages, bien sûr. Mais il n'y a que nos jeunes qui peuvent le faire. Et donc, pour ça, il faut pouvoir mettre leurs compétences ensemble, pouvoir les faire parler. Ok. Et donc, ça, c'est vraiment ce truc, c'est cet espace d'échange qui va leur permettre de parler les uns avec les autres. Alors, moi, en voyant ce projet, je me suis dit, bon, écoute, ce projet, il est intéressant, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour aider? Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau? Ben, moi, je suis développeur, je ne sais faire que ça. Je sais faire que coder. Donc, je me suis dit, alors, ce que je peux faire, c'est de créer un chatbot. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un chatbot, si vous avez déjà entendu parler, mais il y a une chose dont je suis sûr que vous avez déjà entendu parler, c'est ChatGPT. Alors, ChatGPT n'est rien d'autre que chatbot. Donc, il s'agit d'un modèle et ce modèle est présenté dans une interface qui est une interface de chat où vous allez pouvoir venir poser des questions au modèle. Donc, lui parler de la pluie et du beau temps et lui va vous répondre de manière cohérente. Vous pouvez lui demander pas mal de choses, donc il va le faire. Donc moi, l'idée que j'ai eue, c'est de créer un chatbot, un peu comme ChatGPT, mais moi, mon chatbot aura une particularité. D'abord, il va s'appeler Mansa. Oui, bien sûr, il fallait que je le nomme comme ça. Et Mansa, mon chatbot Mansa, il a la particularité de pouvoir vous répondre, de vous donner des réponses éclairées sur le projet Mansa en lui-même. Alors, comment j'ai fait ça? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer des données du projet Mansa un peu partout sur Internet, donc notamment le site Internet, YouTube, que j'ai refilé au chatbot. Et comme ça, vous, quand vous venez lui parler, bah, il est capable de savoir de quoi vous lui parlez et de pouvoir aller récupérer les infos qu'il faut pour vous répondre. Ok, c'est tout simplement ça. Alors, ce que je vais faire par la suite de cette vidéo, c'est de vous expliquer, de vous faire une démo de l'application, de vous montrer comment elle fonctionne. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi cette application, elle est utile pour la communauté et pourquoi il faut soutenir ce projet et pousser le chatbot pour qu'il puisse devenir une base de connaissances pour le projet. Et ensuite, je vais entrer un peu dans la technique. Vous allez me demander pourquoi tu entres dans la technique. Ça peut être quelque chose d'ennuyeux et tout ça, mais sachez que cette chaîne est vraiment dédiée à la technique. Moi, je suis développeur de base, je ne suis pas politicien. Donc, je vais quand même entrer dans la technique et montrer un peu aux gens qui regardent la vidéo comment j'ai fait ce chatbot et peut-être leur donner envie eux-mêmes de créer leur propre chatbot. Donc, si vous avez regardé la vidéo et que la partie technique ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper cette partie-là et aller jusqu'à la fin pour avoir le mot de fin. Ok? Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter le chatbot Mansa que j'ai créé pour la communauté et pour l'initiative Mansa. Le chatbot se présente comme tel. Il s'agit d'une application qui est hébergée sur un site qui s'appelle Streamlit. Streamlit, c'est un site qui permet de créer des applications facilement et ils ont la possibilité d'héberger votre application. Donc, j'ai choisi cette solution parce que pour l'instant, je suis encore en phase de démo et je voulais quelque chose pour aller très très vite, ne pas prendre en considération toute la partie front-end, tout ce que ça implique, déléguer cette partie-là à Streamlit, qui est une application au demeurant gratuite qui peut devenir payante pour des usages un peu plus lourds. Donc ça, on verra par la suite. Donc, en ce qui concerne la démo, pour aller sur l'application, il faut aller sur ansa.streamlit.app. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réactualiser pour que je vous montre comment ça se
comporte quand on arrive sur l'application. Donc, vous voyez, ça charge et on a notre chatbot qui s'affiche. Alors, l'interface est divisée en deux parties. Vous avez une première partie qui est ce qu'on appelle la sidebar et qui est à gauche, qui représente une photo de Mansa. Donc, j'ai essayé de personnifier, pardon, euh, autant que possible le chatbot pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment une personne derrière. Donc forcément, cette image, c'est une image random que j'ai choisie, mais on peut en discuter puisque c'est un projet pour la communauté. On peut choisir l'image, enfin, la représentation de ce chatbot-là et ensemble. Et moi, je mettrai à jour l'application, il n'y a pas de souci. Donc, dans la sidebar, vous avez l'image et donc vous avez une petite description de l'image du chatbot. Et ensuite, vous avez la possibilité ici de choisir plusieurs langages. Donc, vous pouvez lui parler dans toutes ces langues-là. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller récupérer les langues les plus parlées en Afrique et permettre à tout le monde de discuter avec le chatbot dans ces langues-là. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous avez l'anglais, le français, l'arabe, le swahili, l'amharique, le hausa, le yoruba, le zoulou, le portugais. Donc, on pourra rajouter par la suite d'autres langues, mais pour l'instant, je me limite à ça. Ok? Donc, si on choisit le français, par exemple, je pourrais bien lui poser des questions en anglais, mais je vais choisir le français pour que tout le monde puisse comprendre, puisque cette vidéo, je la fais en français. Donc, si je choisis le français, vous voyez que automatiquement, ça change. La description, elle change. Attendez, je vais vous remontrer. Donc, on part sur l'anglais. Vous voyez que là, la description, elle est en anglais. Si je change, je passe en français, vous allez voir tout de suite que la description, elle est en français. Donc, euh, la description, elle est simple. Donc, je parle du chatbot, j'explique pourquoi l'idée m'est venue. Donc, bien sûr, c'est l'initiative de Alain qui a motivé cette application, la création de cette application. Et l'idée ici, c'est de donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir poser des questions directement au projet. Je trouve que c'est ultra intéressant dans le sens où un site internet, si vous allez par exemple sur le site de Monsa, ok, donc le site il est très beau, hein, il est très beau. Vous avez plein d'informations, mais toutes ces informations-là sont un peu disséminées sur le site internet, ok. Donc c'est très visuel, vous avez plein d'informations, mais c'est disséminé. Combien de personnes ont vraiment envie, à part les plus motivés, combien de personnes ont vraiment envie de passer du temps à fouiller, à aller chercher dans les méandres du site les informations qu'ils souhaitent pour mieux comprendre le projet. Donc l'idée ici, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir venir, de poser des questions pour avoir des réponses simples et rapides. Ok? Donc le chatbot a la capacité d'aller récupérer des infos sur le site web de Monsa. Donc ça, c'est ce que j'ai codé. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller tout le temps taper sur le site, récupérer toutes les pages du site, prendre les infos du site, en faire des données qu'on va fournir au chatbot pour qu'il puisse répondre. Ok, donc le chatbot est sourcé sur des données comme le site web de Mansa, bien sûr, et aussi la transcription de la première réunion Mansa. Donc cette première réunion, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais aller sur le site, vous montrer. Donc sur le site, vous voyez que ici vous avez une vidéo, et cette vidéo c'est celle de la première édition des rendez-vous Mansa qui a eu lieu à Lomé le 22 octobre 2023. Forcément, j'ai participé à ce rendez-vous. Enfin, j'étais en live, je l'ai écouté de bout en bout. Donc, je pense et je suis sûr qu'il y a des informations à tirer de ce live. Et ce que j'ai fait, c'est aussi de mettre à disposition toute la transcription de ce live à notre cher chatbot pour qu'il puisse répondre là-dessus. Donc, voilà les deux sources de données qu'on a aujourd'hui. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir récupérer toutes les sources de données possibles pour que le chatbot puisse nous donner des réponses les plus précises. Donc, dans l'avenir, toutes les réunions Mensa qu'il y aura, je vais aller les récupérer, je vais les transcrire, je vais les mettre à disposition du chatbot pour que à chaque fois, il puisse s'entraîner sur ces données-là pour nous donner des réponses les plus précises possibles. OK?
Donc, bien sûr, j'explique qu'il faut faire preuve de compréhension sur les réponses, c'est-à-dire que si une réponse n'est pas parfaite ou que ça manque d'informations, etc., n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment un projet naissant et l'idée, c'est que la communauté s'en empare et en fasse un outil très, très fort. Parce que vous rendez pas compte, ça peut devenir un outil très, très fort. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer à parler avec le chatbot. Donc, on a la question comment puis-je vous aider. Bah, je vais lui demander son nom. Dis, quel est ton nom? Donc, je lui pose la question comme je poserais à n'importe qui. Et boum, il vous répond, je m'appelle Mansa. Bon, ça, c'est déjà intéressant. On va lui demander que peux-tu nous dire sur le projet? On va dire plutôt l'initiative. L'initiative Mansa. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il est en train de répondre et là, on a une réponse. Il est en train de réfléchir, pardon, et là, on a une réponse. Donc, l'initiative Mansa est née d'une conversation entre des amis qui ont un profond attachement à l'Afrique. Ils ont rêvé ensemble d'une Afrique authentique, qui ont entrepris un voyage intellectuel pour explorer. Ah là 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 là. Voilà. Donc, je vous laisserai lire, mais vous remarquerez que la réponse, elle est claire, précise, et elle résume ce que c'est Mansa, tu vois. Le chatbot va jusqu'à nous préciser que, que l'idée, enfin, que l'initiative a été nommée en mémoire de Mansa Moussa, ce que je trouve magnifique. Ok, donc on peut continuer à lui poser des questions. Qui sont les cofondateurs de Mansa? Je sais pas comment ça s'écrit déjà. Et là, le chatbot y réfléchit et il nous sort la liste des cofondateurs de Mansa. Donc si vous allez un peu sur le site de Mansa et que vous allez sur euh, nous connaître nos cofondateurs, vous regardez, vous allez voir que le chatbot, il ne s'est pas trompé. Ok. Donc on a Alain Foka, Fatoumata Sidibé, Diarra, Erickson Opo, etc. Donc il va récupérer les informations tranquillement. Donc on va le pousser un peu plus loin, on va lui dire que peux-tu nous dire sur Alain Foka? Alors, forcément, il réfléchit. Et là, il va nous répondre dans pas longtemps. Alors, Alain Foka est un journaliste basé à Paris. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la radio, de la télévision et des médias digitaux. Bon, vous avez compris, le chatbot arrive à aller récupérer les informations et à nous les transcrire tel qu'on voudrait. Est-ce qu'on peut lui poser une question sur les rencontres? On va lui demander quand et où. Alors, je dis toujours l'initiative. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une initiative? Vous me direz dans les commentaires. Moi, j'aurais sur le mot initiative. Je trouve que c'est mieux parce que quand on parle de projet, j'ai l'impression que on enferme l'initiative dans une espèce d'entreprise. Ce n'est pas une entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour pousser les jeunes Africains à penser autrement leur pays, leur continent. Donc, pour ça que je parle souvent d'initiative. Alors, on va voir ce qu'il va pouvoir nous répondre comme question. Voilà, on me donne la réponse. La dernière rencontre de l'initiative Mansa a eu lieu à Lomé, au Togo, le 22 octobre 2023. Vous pouvez vérifier, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, que s'est-il dit dans cette rencontre? On va voir s'il arrive à comprendre. Ah, ce que j'ai oublié de vous rappeler, c'est que, de vous dire, pardon, c'est qu'il a aussi une mémoire. C'est-à-dire que si vous lui posez une question, il est capable de faire le lien avec les réponses qu'il vous avait déjà données. Donc, que s'est-il dit dans cette rencontre? Tac, boum. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. On verra. Peut-être il va répondre à côté. Ok, alors dans cette rencontre, il a été dit que les cofondateurs de Mansa ont travaillé pour apporter une perspective renouvelée et collaborative. Ils ont allumé une étincelle d'espoir et invitent les autres à se joindre à eux pour contribuer à l'émergence de l'Afrique de demain. Bon, je trouve que cette réponse, elle est un peu légère. Mais bon, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est totalement améliorable, hein, je vous en conviens. Mais je pense qu'on est dans quelque chose de pas mal pour un début. Ok? Donc voilà, ça c'est la petite présentation du chatbot de Mansa qui sera mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description et bien sûr, je vous laisserai faire vos tests et me faire des retours en commentaire s'il vous plaît. Et si vous aimez, n'hésitez pas à partager, partagez beaucoup parce que il faudrait que cette initiative, elle arrive aux oreilles de Monsieur Alain Foka. Et moi, je suis tout à fait prêt, tout à fait disposé à
à intégrer ce chatbot directement dans leur site internet. C'est un travail que j'ai fait pour la communauté. Alors, maintenant que je vous ai parlé un peu du chatbot, que je vous ai fait une démo de ce chatbot, je vous ai montré comment il fonctionne, j'ai envie de vous parler de son utilité et de vous démontrer pourquoi il faut pousser ce projet et lui donner de la force. Et pourquoi dans l'écosystème de Mensa, le chatbot peut devenir un élément clé. Sachez que ce chatbot est amené à bouffer pas mal de données. C'est-à-dire que à ce chatbot, on va fournir toutes les données qu'on va trouver sur Mensa, sur l'Afrique en général, sur l'économie, sur la culture. Tout ça, on va lui fournir ça. D'ailleurs, je compte sur vous. Si vous avez des données qui vous semblent pertinentes, des sources de données qui vous semblent pertinentes, n'hésitez pas à m'en parler. Je vais les rajouter. Comme ça, on va bourrer son cerveau. En vrai, il n'a pas de cerveau, hein, mais on peut l'appeler ainsi. On va bourrer son cerveau de données et il va pouvoir aller extraire les informations pour nous. OK? Donc, ça peut vite devenir intéressant parce que le chatbot, à la longue, va devenir une base de connaissances pour Mensa. C'est-à-dire que les jeunes entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre en Afrique peuvent venir sur le chatbot, poser des questions, demander au chatbot de leur extraire une information précise de la masse de données qu'elle a en son sein, de lui tracer des courbes, de faire des statistiques, de lui produire un fichier CSV. Enfin, franchement, on peut tout faire avec ce chatbot. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, vraiment beaucoup de choses. Et dans l'avenir, je prévois de lui donner une vraie mémoire, c'est-à-dire que toutes les questions que vous allez poser, toutes les réponses qu'il va donner, je vais les stocker dans une base de données et je vais lui refiler ça. Comme ça, ces questions seront encore plus précises. Vous voyez un peu où je veux en venir ou pas? Donc, ce chatbot peut devenir vraiment un outil clé pour la communauté pour qu'on puisse se développer rapidement et simplement. Vraiment, je vous encourage à parler de notre chatbot Mensa autour de vous, de partager, mais vraiment, je vous en prie, partagez, commentez, likez. Vous savez que sur YouTube, quand on ne like pas, les vidéos ne sont pas vues. Il faut qu'elles soient vues par beaucoup de personnes. Que cette vidéo touche les personnes qui sont capables de nous donner les sources de données, les plus fiables qu'on va intégrer au chatbot pour lui permettre de donner des réponses encore plus pertinentes. Alors, faites en sorte que ça arrive aux oreilles de Monsieur Alain Foka et qu'on puisse intégrer ce chatbot directement sur le site internet de Mensa. Comme ça va faire partie intégrante du projet et on verra son utilité par la longue. Alors, je vous remercie pour votre attention et pour les plus téméraires d'entre vous, ceux qui aiment le code, ceux qui veulent comprendre comment ça fonctionne, la suite, elle est pour vous. Vous allez pouvoir m'accompagner dans le code. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça et peut-être que ça va vous donner d'autres idées. Ce qu'on veut, c'est des idées, un partage de connaissances. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment le chatbot Mensa a été construit techniquement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chatbot repose sur une technique qui s'appelle le RAG, donc Retrieval Augment Generation. Donc, cette technique-là, RAG, est assez connue dans le milieu. Ok, et je suis allé vous traduire ça en français parce que je n'arrive pas, j'arrive pas à trouver les mots précis pour vous le traduire. Donc, c'est génération augmentée par récupération. Et ce qui correspond tout à fait au travail qui est fait. Avec du recul, ça correspond totalement au travail qui a été fait. Donc, il s'agit d'une génération augmentée par récupération. Donc là, je vais vous expliquer sans plus tarder comment ça fonctionne. Alors, vous avez une source de données. Donc, une source de données, ça peut être quoi? Ça peut être Twitter, ça peut être GitHub, ça peut être Google Drive, ça peut être un fichier CSV, un fichier test, un fichier HTML. Vous avez plein de sources de données. Donc, l'idée, c'est de récupérer des informations dans une source de données et de fournir cette information à un modèle de langage, un modèle génératif comme ChatGPT par exemple.
Ok? Donc, l'idée, c'est de prendre des données, de les fournir à un modèle de langage et de lui poser des questions sur ces données-là. Le modèle, il va aller récupérer ces données-là, il va aller regarder dedans s'il trouve quelque chose qui correspond à la question que vous avez posée et il va vous répondre par rapport à ça. Donc ça, c'est l'idée globale. Donc je vais vous expliquer, avec le schéma que vous voyez là en face, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, on prend la première étape, c'est de disposer de sources de données. Dans notre cas à nous, dans le cas de Monsa, les sources de données que j'ai trouvées pour l'instant, je pense que c'est amené à grandir, mais pour l'instant, on a le site web de Monsa et on a la vidéo YouTube des rencontres Monsa. Okay, donc le dernier live qui a eu lieu la semaine dernière. Donc nous, pour l'instant, on va se reposer là-dessus. Donc ça c'est nos données à nous. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de charger ces données, donc de trouver le moyen de charger automatiquement ces données, de transformer ces données. Ok, une fois qu'on a transformé ces données, on va faire ce qu'on appelle de l'embedding et on va les stocker dans une base de données de vecteurs, ici. Voilà. Et ensuite, on va les retourner à l'utilisateur à la demande. Voilà. Donc, globalement, ça, c'est ce qui est fait. Donc, quand je dis charger, on va voir chaque partie une à une. Donc, quand je parle de charger, c'est quoi? Il s'agit de disposer de méthodes de programmation pour aller récupérer les données automatiquement. Vous savez, un site internet, on peut y accéder facilement. On peut récupérer les données d'un site internet facilement en allant taper sur son URL. Okay? Donc, on peut aller charger les documents. C'est pareil pour un fichier. Il suffit d'avoir le fichier quelque part, stocké quelque part, de pouvoir le récupérer. Donc, ça, c'est le travail qui est fait. Donc, ça, c'est le travail que moi, j'ai fait. Donc, j'ai écrit une fonction qui permet de se connecter à la source de données qui est le site web et donc il va périodiquement aller récupérer les informations du site web. Pareil pour la vidéo YouTube où en fait je suis allé récupérer une transcription de la vidéo YouTube que j'ai fait résumer par l'intelligence artificielle. Je vous expliquerai ça plus tard quand on sera dans le code. Donc ça c'est la partie load. Donc comme ça je charge les données. Il y a la partie transform. Donc, la partie transform, c'est quoi? C'est transformer les données. Parce que oui, vous arrivez à récupérer les données, mais il faut bien les transformer. Vous ne pouvez pas renvoyer toutes les données que vous recevez de manière brute. Le chatbot, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre du tout. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, quand vous allez chercher des données dans un site Internet, quand vous récupérez une page Internet, il faut savoir qu'une page Internet, c'est du HTML. Je vais vous montrer. Alors, si on va sur le site de Monsa, par exemple, et qu'on fait afficher le code source, vous allez voir que tout ça, c'est du HTML. Donc, comme moi, avec mon bot, je viens charger le site Internet, ce qu'il va récupérer, c'est ça. Vous voyez, c'est illisible. Donc, l'idée de la transformation, c'est de prendre ce truc-là et d'enlever, par exemple, les tags HTML. Par exemple, meta, etc., c'est un tag HTML. Donc, tout ça, il faut enlever. Il faut juste récupérer les informations. Et donc, ça, c'est toute la partie transform. OK? C'est pareil pour la vidéo YouTube. Dans la vidéo, vous avez, des fois, dans la transcription, vous avez applaudissements, vous avez musique. Voilà, des choses comme ça qui ne nous intéressent en rien du tout. Donc tout ça, il faut les enlever. Donc tout ça, c'est la partie transform. La transformation, c'est aussi le fait de couper en plusieurs morceaux qu'on appelle des chunks les données que vous avez reçues. Donc ces données-là seront nettoyées, découpées en petits morceaux, en chunks, et seront packagées d'une façon à ce que le modèle de langage derrière puisse le traiter facilement. Ok? Donc, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle l'embedding. L'embedding, c'est le fait d'aller représenter les données transformées sous forme de vecteurs. Donc, il y a une notion de distance qui entre en jeu sur ces vecteurs-là, c'est-à-dire que les données qui sont similaires seront stockés ensemble. Donc, il y a une notion de distance, etc. Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Sachez juste que l'embedding, c'est une étape nécessaire. OK? Donc, les
les données transformées seront passées à de l'embedding et l'embedding va les transformer en vecteurs. Une fois qu'on aura transformé cette donnée en vecteur, dans cette étape, on va les stocker dans une base de données de vecteurs. Pour le stockage, moi j'utilise deux bases de données. Donc on a ChromaDB qui est la base de données que j'utilise pour le stockage local, c'est-à-dire que l'embedding, c'est-à-dire les vecteurs qui seront créés seront stockés en local dans un répertoire, dans un dossier dans votre application. Voilà. Et pour la base de données distante, j'utilise Pinecone. Donc Pinecone, vous voyez dessus. Alors Pinecone. Il est où leur site internet? Moi je veux le site internet. Voilà. Donc Pinecone, voilà, est une base de données, mais qui est disponible, à distance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, via une API, aller stocker vos données directement, vos vecteurs directement dans cette base de données-là. Donc, vous voyez que c'est très utilisé par Microsoft, Klarna, ClickUp, Shortwave, Midjourney, etc., etc. OK? Alors, une fois qu'on a stocké nos vecteurs dans l'une de ces deux bases de données, donc soit en local, soit distant, on va les rendre disponibles. Donc, c'est ça le retrieve. On va les rendre disponibles à notre chatbot. Voilà comment ça marche globalement. J'espère que vous avez compris. Je vais maintenant vous montrer dans le code concrètement de quoi il s'agit. Maintenant que je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionne techniquement, on va entrer dans le code. On va mettre un peu les mains dans le cambouis, comme on dit. On va rentrer dans le code et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Sachez que pour cette partie, il faut avoir un peu de connaissances en Python, je vous le précise quand même. Mais ne lâchez pas l'affaire, regardez jusqu'au bout et j'espère vous donner l'envie. À tout de suite. Alors, dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment j'ai travaillé. Je ne veux pas vous expliquer le code en détail, ça va être trop long et j'ai pas envie de vous ennuyer, j'ai pas envie de vous faire bâiller. Okay. Cette partie, elle est destinée à un public averti dans le sens où c'est du Python. C'est pas le langage le plus compliqué, mais le travail que j'ai fait appel à des concepts un peu avancés tels que le concept des classes, etc. Et ça, j'ai pas trop le temps de vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi je prends le temps de faire cette partie, de rajouter cette partie à la vidéo. C'est pour donner l'envie à nos frères partout dans le monde de se lancer eux aussi. C'est-à-dire de leur montrer que si moi j'ai été capable de le faire et de vous le montrer aujourd'hui, c'est que tout le monde peut le faire. Okay? Il s'agit juste de code et il s'agit de volonté. L'envie d'apprendre, de comprendre, de connaître. Tout simplement. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter en fait le fichier main.py. PY, c'est pour Python. Donc, je vais vous présenter ce fichier. Ce fichier, en fait, c'est un peu l'orchestrateur de l'application. C'est le point d'entrée. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans l'application, tout ce que vous sera visible, ce que vous allez voir, tout ça sera appelé ici. OK? Et de façon séquentielle. OK? Donc, au début, qu'est-ce que je fais? Je commence par importer ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai créé un agent qui s'appelle Monsa. Un agent ici, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le chatbot, mais avec augmenté en fait. Le chatbot avec mes informations à moi, je lui ai rajouté 2-3 trucs en plus pour qu'il soit puissant. Voilà, ça ressemble à ça le fichier. Donc ça, c'est le fichier de Monsa. OK? Donc c'est le chatbot. Sachez juste que c'est une classe qui va faire appel à des méthodes, à des propriétés qu'on va pouvoir utiliser dans notre application. Donc, je reviens au fichier main.py. Dedans, vous allez voir que j'ai aussi appelé Streamlit. J'importe Streamlit. Streamlit, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer des applications facilement. Donc, je vous montre rapidement ce que c'est que Streamlit. J'essaye d'aller vite pour pas trop vous embêter non plus avec tout ça. Donc Streamlit, c'est une plateforme qui permet de créer des applications facilement. Donc vous voyez, dans la vidéo, il vous montre à quel point c'est facile. Ok, vous voyez, tac, ça pour créer une page web qui fait un Hello World. Tac, regardez ça, c'est le modèle. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, juste je vais vous montrer. Donc moi j'ai décidé de faire mon chatbot sur cette plateforme là.
tout simplement. Donc, je vais importer Streamlit. Je vais aussi importer Pile, qui est un package qui permet de faire du traitement d'image, et OS, qui est un module qui permet d'interagir avec votre OS pour Operating System. OK? Donc, je vais venir ici déclarer des variables. Donc, ici, je précise que je définis des chemins vers les images pour charger les avatars, okay, du chatbot. Okay. Donc ça là, c'est l'avatar du chatbot. Si vous regardez bien ici, dans le répertoire images, vous avez une image qui s'appelle Mensa Avatar 2.jpeg. Et donc, tac, c'est ça. Donc, si vous regardez sur le site, ici, vous voyez bien que c'est cette image-là. OK? Je veux partir en local, voilà. Là, c'est le local. Donc, vous voyez bien que c'est cette image-là. OK? Allez, on revient sur notre code. Donc, ici, je vais venir faire deux, trois choses. C'est-à-dire que je vais charger la sidebar. La sidebar, vous pouvez la voir ici. C'est cette partie-là. Donc, c'est la partie gauche de l'application. Dedans, je vais charger l'image que vous pouvez voir là. Ensuite, je vais charger la langue. OK? Donc ici, vous voyez bien qu'on peut sélectionner les langues. D'ailleurs, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais si on sélectionne, vous voyez que ça change. OK? Donc, ça, c'est bon. Ici, je vais venir instancer la classe Mensa. Donc, je vais créer une instance de Mensa et je vais lui dire d'aller me récupérer les données, donc les données que je veux lui fournir, d'aller me les récupérer à distance. Donc, si je reviens sur l'explication que je vous avais faite, ici, on a un store. Je vous ai expliqué que après avoir fait load transform embed, on va stocker les vecteurs dans une base de données. Et je vous avais aussi expliqué que la base de données, moi j'utilise deux bases de données différentes, locales, donc avec ChromaDB, et dist avec Pinecone. Ok, donc pour les besoins de la production, je vais utiliser Pinecone, qui est la base de données vectorielle distante. Ok, et donc je vais demander ici à Mensa d'aller me récupérer les données qui sont dans cette base de données distante, tout simplement. Ok, donc en lui passant ce paramètre, il y a plein de choses qui sont faites dans la classe Mensa. Donc je ne vais pas vraiment vous expliquer, c'est trop long. Je vais finir de vous décrire ce que fait l'application et après je vais vous montrer juste comment je vais récupérer les infos du site web et de la vidéo. Ok, je continue. Donc je vais instancier Mensa. Donc, on a une instance de Mensa. Je vais venir écrire le titre du chatbot. Donc, le titre du chatbot, vous l'avez ici. Donc, Mensa chatbot. OK? Donc, vous l'avez là. Je l'écris là. Ensuite, je vais aller afficher l'explication de la description, en fait. La description du chatbot. OK? Dans cette description, je vais aller la récupérer selon la langue. Et ça, c'est une méthode de Mensa. C'est-à-dire, Mensa a une méthode qui lui permet d'aller récupérer les explications selon le langage. Donc ici, une fois que le langage est sélectionné, il est passé là. Et donc, quand on va dans Get Explanation, on va passer ici. Donc ça, c'est la méthode. On va lui passer le langage qu'on veut. Et on va lui dire de nous récupérer la description qui correspond au langage. Donc ici, si on lui passe le français, il va aller nous récupérer ça en fait. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et de base, on lui dit que s'il n'y a rien qui est fait, si on ne te passe pas de langage, c'est l'anglais que tu dois prendre en compte. Okay? C'est la même chose pour le welcome message qu'on verra tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a récupéré notre explication selon notre langage, voilà, ça s'affiche ici. Ok? Donc, si on change, par exemple, si on met Hausa, on va mettre en Hausa. Si on met en Yoruba, on va mettre en Yoruba. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que les descriptions ne sont pas forcément conformes à la réalité. Parce que je ne vous le cache pas, j'ai demandé à ChatGPT de me faire les traductions. Donc, vous vous doutez bien que je ne comprends ni Hausa, ni Yoruba, ni Amharique, encore moins l'arabe, ni le zoulou. Donc, voilà. Moi, je comprends l'anglais et le français. Et d'autres langues africaines, mais qui ne sont pas écrites. Voilà. L'idée est donc d'avoir des retours de votre part sur ce point précis. Allez, on va continuer. Donc ici, on affiche la description. Ensuite, on va
venir initialiser le chatbot en lui-même. Ok, donc le chatbot, il a deux rôles. Il a assistant et il a utilisateur. Donc, assistant, c'est le chatbot en lui-même. Ok, je dis chatbot, mais c'est pas chatbot en fait. C'est euh, l'interface de messagerie. Donc, ça là, ce que vous voyez ici, c'est ça. C'est pas le chatbot. Le chatbot, c'est lui. C'est celui qui vous répond. Mais l'interface en lui-même, c'est tout ça en fait. Donc, l'interface en lui-même a deux utilisateurs. Vous avez l'utilisateur qui s'appelle assistant, donc qui est le chatbot, qui est notre chatbot qu'on a appelé Monsa, et on a le rôle utilisateur qui est nous, notre rôle, c'est nous qui posons les questions. Vous voyez ici, on parle bien de rôle utilisateur. Okay, donc ici, on va instancier tout ça. On va vérifier si il y a déjà des messages pardon, dans le chat. S'il n'y a pas de message, bah, on va aller récupérer le message de bienvenue qui correspond à la langue qui a été sélectionnée. Donc ça, c'est ce qu'on fait ici. Donc on va l'afficher. Donc c'est pareil ici, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ici, on change de langue. Vous allez voir que bah, ici, c'est pris en compte automatiquement. Donc ça, c'est ce qui est fait là. Donc, ensuite, on va aussi accessoirement mettre les avatars qu'on veut pour les utilisateurs qu'on veut. Donc, l'avatar, celui-là, pour notre chatbot et user pour l'utilisateur qui écrit. C'est-à-dire pour vous et pour moi, quoi. OK? On va maintenant mettre le chat input. Le chat input, c'est l'interface qui va nous permettre de recevoir ce que vous allez poser comme question. Ok. Donc là, on va le recevoir et on va le traiter ici. Ok. Donc ici, on va lui demander quel est ton nom. Donc on va lui dire what's your name. Ok. Donc il nous répond my name is Monsa. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez le message que vous avez écrit what's your name, il sera stocké dans cette variable là query. Ok, donc ça c'est votre question. Ensuite, cette question sera rajoutée à la liste l'historique des messages. Ok, et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va lui dire d'aller regarder dans les documents qu'on lui a mis à disposition. Donc tous ces documents là sont stockés dans une propriété de la classe Monsa, ici. Donc c'est ça. Donc c'est en faisant get vector store, on va aller récupérer nos informations dans la base de données qui a été spécifiée. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va lui dire, regarde dans cette doc là et fais une recherche de similitude. Ok, dans le sens où on va lui passer votre question, on va lui dire, regarde dans toutes les données que tu as là. Hein, regarde dedans et trouve des infos qui vont nous permettre de répondre à cette question. Okay? Donc, en faisant ça, il va nous stocker, il va aller regarder. Donc, en utilisant des principes mathématiques qui ont lien avec les vecteurs, avec les distances entre les mots, la façon dont c'est stocké dans la DB, bon, plein de trucs un peu obscurs dont je n'ai pas la prétention, de pouvoir vous expliquer ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller faire cette recherche de similitude et il va récupérer les endroits qui semblent intéressants, qu'il va stocker ici. Ok? Donc, une fois qu'il a stocké ici, moi, je veux récupérer ça et je veux le passer repasser à Monsa, je veux lui dire, bah maintenant, va me produire une réponse en utilisant ces informations-là, va me produire une réponse valable pour l'utilisateur. Et c'est ce qu'il va faire en fait. Il va produire la réponse, qu'il va stocker ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la réponse. Et cette réponse, elle est stockée dans une clé qui s'appelle output test. Cette réponse, je vais la rajouter à l'historique des messages. Et je vais l'afficher à l'utilisateur. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui sera fait encore et encore. Donc, vous allez poser des questions. Moi, je passe la question à Monsa. Je lui dis, va me faire une recherche de similarité dans les documents que je t'ai fournis. Tu me trouves les infos. Paf, tu me les passes. Et moi, je vais utiliser ces infos-là pour produire une réponse.
Voilà, ça c'est ce que je fais. Ok? Et c'est ça qui produit cette application, cette belle application que vous voyez là. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de vous expliquer un peu, d'entrer un peu dans les détails sur la façon dont je vais récupérer et les données du site. Donc, j'ai choisi ces deux méthodes-là que je vais vous expliquer. Et les données du site et les données YouTube. Alors, l'idée ici, c'est de vous expliquer comment fonctionne Load Website et YouTube Transcription. Donc, qui sont deux fonctions que j'ai écrites qui vont nous permettre d'aller récupérer les données, que ce soit pour le site internet ou que ce soit pour la vidéo YouTube. Je vais vous montrer à quoi ça correspond dans notre schéma. Alors, si on retourne sur notre schéma qui est ici, vous pouvez voir que on récupère nos données. Donc, nos données ici, c'est site internet et YouTube. Et une fois qu'on a nos données, on doit faire ça, load, transform et embed. Et donc, c'est ces trois parties-là qui sont représentées par les deux fonctions que je vais vous montrer, que je m'en vais vous montrer. Sans plus tarder, nous allons nous attarder sur la méthode load website. Cette méthode permet, comme son nom l'indique, de charger le site web, donc de charger les données du site web. Alors, moi, j'ai choisi de me baser sur le sitemap.xml, qui n'est rien d'autre qu'un fichier qu'on peut retrouver sur le site internet. Donc si vous allez sur Mensa, bah tiens, on l'a ici. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir là pour vous expliquer. Donc là, on est sur le site Mensa. On va faire sitemap.xml, tac, et bim. On tombe sur quoi? On tombe sur ce fichier-là. Pour ceux qui ne le savent pas, le commun des mortels ne connaît même pas l'existence de ce fichier. C'est un fichier qui permet le référencement. Donc c'est un fichier SEO qui permet de faire du référencement. C'est à l'adresse des search engines, donc comme Google, Yahoo, etc. Donc eux, ils vont aller récupérer ce fichier, ils vont le parser, ils vont récupérer les URL et ils vont récupérer tout un tas d'informations qui vont leur permettre de mieux référencer votre site sur leur moteur de recherche. Point. Donc, moi, je sais que ce fichier existe. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que ce fichier, en général, ce fichier liste tous les liens du site, toutes les pages du site qui sont importantes. En général, c'est toujours pareil. Donc, j'ai choisi de me baser sur ce fichier-là pour aller récupérer tout ce dont j'ai besoin. Donc, vous allez voir que la structure elle est toujours la même. Vous avez un nœud qui s'appelle URL. Dedans, vous avez un nœud qui s'appelle log. Celui-là, il contient le lien. Le lien vers cette page du site. Et ensuite, vous avez change règle, priority et last mode. Last mode, c'est à quel moment ça a été modifié. Donc, je peux même me baser là-dessus, sur le last mode. Ça, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais bien le faire, me baser là-dessus pour aller récupérer des infos selon la période où ces infos ont été modifiées. Okay? Donc, ce format que vous voyez, c'est du XML. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut savoir en tant que développeur, mais bon, voilà, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le XML. Allez faire un tour sur Internet, rechercher, vous allez comprendre rapidement. Donc, voilà. Donc, ici, on a plusieurs nœuds URL. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parser le fichier XML. Je vais récupérer chaque nœud et dans chaque nœud, je vais aller récupérer l'URL et ensuite, je vais aller récupérer le contenu de l'URL. Donc, je vous montre comment je le fais ici. Donc, load website, vous voyez que c'est une fonction qui reçoit en paramètre host de base et passe. Host, c'est le domaine du site. Donc, l'URL de base du site. Et ensuite, le pass, ça va être la page que vous voulez aller consulter. Donc, en l'occurrence, comme je vous l'ai expliqué ici, ce qu'on veut consulter, c'est sitemap.xml. Donc, par défaut, ça va être sitemap.xml. Mais si on appelle l'autre website avec autre chose, bah, il va aller essayer de taper sur cette page, en fait, hein, tout simplement. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je fais notre vision ici, si je fais passe égale notre vision, comme c'est ici pour le premier truc, le premier lien, bah, il va aller charger que le contenu de notre vision. Ok? Bon. Donc, dans un premier temps, je fais ça. Donc, je vais faire getURL. GetURL, ça va être la méthode qui va me permettre, comme je vous l'ai dit ici, d'aller récupérer pour chaque nœud URL, aller récupérer l'URL en question. Donc, bah, cette méthode, elle est décrite ici.
Voilà, tac. Donc je fais tout un travail. Je vais parser le fichier XML, je vais récupérer les infos que je veux, etc. Et je vais les stocker dans une liste que je vais retourner. Donc à la fin, je fais return URL. Donc je vais retourner cette liste-là. OK? Donc on va revenir dessus. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un loader. Ça, c'est un loader qui a été fourni par LangChain. Donc ça aussi, je ne veux pas trop vous expliquer. Mais il faut savoir que c'est une méthode qui est toute prête. Enfin, c'est une classe, pardon, qui est toute prête. Vous avez qu'à lui passer les paramètres que vous voulez et il va le faire le travail. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer ma liste d'URL. Une fois qu'on l'a fait, on va faire loader.load. Donc le loader, il a une méthode qui s'appelle load. Cette méthode va venir récupérer les infos qu'il y a dans chaque page et qui va stocker dans ce qu'on appelle un document. Donc il va nous retourner, comme vous pouvez le voir ici, une liste de documents. OK? Voilà. Et donc, ce document-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un petit travail dessus, un travail de propreté, on va dire, comme je vous l'ai expliqué ici. Donc, on va faire cette partie-là, transform. Donc, voilà, il va transformer le document, il va extraire le test. Donc, il va faire du HTML to test, puisque ce qu'il va récupérer du document, c'est du HTML. Donc, il va nous faire du HTML to test. Donc, à la fin, au lieu d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, pour Vision par exemple. Allez, on va faire ça. Voilà, au lieu d'avoir quelque chose qui ressemble à, tac, afficher le code source, à ça, on va avoir plutôt du test. Donc on n'aura plus tout ça là. Ça c'est quoi c'est du CSS. Je sais pas ce que c'est exactement. Si c'est du CSS. Bah, au lieu d'avoir ça, au lieu d'avoir div, class, nanani, nanana, on n'aura plus rien de tout ça. On n'aura que du test, que ce qui est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pour le chargement des sites web. Si on s'intéresse maintenant à la transcription YouTube, alors qu'est-ce qui se passe? C'est à peu près le même truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer la vidéo sur laquelle on veut travailler, donc l'URL de la vidéo. Une fois qu'il chope l'URL de la vidéo, il va en extraire l'ID. Donc l'ID, en fait, c'est quand vous prenez une vidéo, je peux vous donner un exemple rapidement. Alors, si on va sur la vidéo, on va aller sur YouTube. Voilà, voilà. Donc, on va mettre pause là. Et là, ça, c'est l'ID de la vidéo. OK? Loader que j'utilise, qui est aussi une classe qui nous est fournie gracieusement par LangChain. On applaudit LangChain. Bon, alors, YouTube Loader, il va nous permettre, en fait, comme ça, d'extraire l'ID de la vidéo. Et ensuite, une fois qu'on a extrait l'ID de la vidéo, on va instancier YouTube Loader avec l'ID de la vidéo, la transcription, la langue de la transcription qu'on souhaite. Et on va le préciser si on veut qu'à la fin, on retrouve les infos de la vidéo. Donc, une fois que c'est fait, bah, on va passer tout ça à la moulinette pour découper le document en petits bouts de document. Alors, une fois qu'on a fait ce travail de découpage en petits chunks, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir résumer le document. OK? Donc, on a reçu de base la transcription de la vidéo YouTube. Donc, c'est un long fichier avec plein de choses bizarres dedans. C'est-à-dire que des fois, vous avez applaudissements, vous avez musique. Tout ça, c'est retranscrit dans le test. Et nous, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va, pour éviter de se trimballer tout ça, on va aller demander à ChatGPT de nous faire un résumé de la transcription. Okay? Donc, c'est là qu'intervient cette méthode qui est Summarize Doc, comme son nom l'indique. Donc, on va lui passer le document et on va lui passer le nom de la vidéo, enfin le fichier qu'on veut qu'il crée à la fin, une fois qu'il aura fait son travail de summarisation. Okay. Alors, on peut s'amuser à aller regarder un peu à quoi ressemble le résumé, la méthode de résumé. Elle est juste en bas là, voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais demander à ChatGPT, donc je fais un prompt qui lui dit que à partir de cette transcription d'une vidéo YouTube, crée-moi un résumé sous la forme d'un rapport.
Ce résumé sera utilisé pour extraire des informations intéressantes de la vidéo. Garde les informations de la vidéo dans le résumé. Okay? Parce que je me suis rendu compte que quand il fait le résumé, à la fin, on perd les informations intéressantes comme la date de tournage de la vidéo, le nom de la vidéo, etc. Ces informations-là, on les perd. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas contenues dans la transcription. Parce que, en général, quand vous faites une vidéo, vous ne dites pas oh, regardez, je fais une vidéo et je l'ai tournée à telle ou telle heure. Vous dites pas ça, vous ne donnez pas forcément le titre exact de la vidéo, etc. Ensuite, je vais instancier le chatbot, enfin le chatbot, le LLM, Large Language Model, le modèle de langage. Je vais l'instancier. Donc ici, température 0, je lui passe comme paramètre température 0, je lui dis calme-toi. En fait, la température, c'est entre 0 et 1. Entre 0 et 1, voilà. Et 0, c'est que vous dites à ChatGPT ou au LLM de ne pas partir dans des délires. C'est-à-dire que il s'en tient à ce qu'on lui demande, qui va pas, comment dire, on va tempérer sa propension à imaginer des choses. Voilà. Donc ça, c'est le but. Parce que si on ne le fait pas ça, des fois, il part dans ce qu'on appelle de l'hallucination. Donc ça, c'est un problème récurrent avec les large language models, avec les modèles de langage. Okay? Donc ici, je mets la température carrément à 0. Comme ça, quand il répond, il évite de partir dans des délires. Et ensuite, je précise le modèle que je veux. Donc ici, le modèle que je veux, c'est GPT 3.5 Turbo 16K. Okay? 16K, ça veut dire que il accepte 16 000 tokens. Je ne vais pas vous expliquer ça ici. Je vais faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer un peu comment fonctionne ça. Mais sachez juste que ça, c'est le nom du modèle que je vais utiliser. Donc là, ce que je fais ici, c'est que j'instancie le modèle. Je lui dis un peu comment il doit se comporter et je lui dis celui précis qu'il doit utiliser. Voilà. Et ensuite, je lui dis de me résumer la transcription que je lui passe. Donc, on va utiliser le mode refine. Le mode refine, c'est quoi? C'est qu'il va prendre chaque document qu'on va lui passer. En fait, on lui passe une liste de documents. Il va prendre chaque document, il va le résumer. Et ensuite, il va passer au document prochain. Et il va faire un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il va essayer à chaque fois de faire un lien entre le résumé d'avant et le nouveau. Pour à la fin avoir quelque chose de cohérent. Voilà, c'est ça le refine. Et ça, il le fera autant de fois que nécessaire. Pour exemple, quand j'ai lancé ce travail de résumé sur la transcription de la vidéo, ça a mis au moins 30 minutes. 30 minutes où il fait des appels et des appels. Ok? Il faut savoir que chaque appel est payant. Bon. Donc 30 minutes pour faire le résumé et à la fin, il m'a sorti quelque chose qu'il a mis ici. Voilà. D'ailleurs, c'est ça en fait. Ça c'est le produit du résumé. Donc, il a fait tout un travail et il m'a sorti ça. Donc, il l'a mis en anglais. Il n'y a pas de souci. Il a la capacité de traduire en français. Allez, on revient ici et voilà. Donc, ici, voilà, je fais ça. J'instancie la chaîne et je lui dis, maintenant, tu me récupères le résumé, tu me fais le résumé, je te passe les documents, tu me fais le résumé. Et à la fin, je lui dis quoi? Va m'écrire le contenu du résumé dans le fichier qui est ici, qui est situé ici. Et quand vous regardez bien ici, c'est où? C'est là. Je dis, tu me fais joindre, tu me crées un chemin. Donc ce chemin, c'est l'association de PATS qui est Backend Agent. Donc si vous regardez ici, c'est Backend Agent. Et le nom du fichier, le nom qu'on lui donne, .ti. Voilà, tout simplement. Donc à la fin, il va m'écrire ici. C'est ce qu'il a fait en fait. Ce qu'il a fait tout simplement. Il va me l'écrire ici. Donc voilà les amis. Globalement, ça c'est ce que je peux vous expliquer sur le code. C'est vrai que je ne vous ai pas peut-être assez expliqué toute la partie LangChain. C'est-à-dire, vous voyez ici, on fait un usage intensif de LangChain.
Donc, je ne vous ai pas trop expliqué cette partie-là, mais bon, je pense que je vais faire beaucoup de vidéos sur ce thème où je vous expliquerai comment l'utiliser pour faire pas mal de choses. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé tout ça et que vous allez peut-être vous lancer vous-même dans la création de chatbots pour faire plein de choses, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi ce projet parce qu'il m'a l'air intéressant, mais vous pouvez faire autre chose. Alors, si vous êtes à ce niveau de la vidéo, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, que vous avez vu la partie démo de l'application. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez vu la partie explication technique. J'espère aussi que ça vous a donné envie de vous lancer vous aussi dans ce genre d'aventure sur d'autres projets, ok, pour ce que vous voulez, hein, libre à vous. La connaissance et la liberté, hein, vous faites ce que vous voulez. Alors, avant quand même de vous quitter, il faut que je vous fasse deux, trois précisions. La première précision, c'est que tout ça a un coût. Ok. J'utilise des services tiers, notamment des services de OpenAI. Le chat GPT, ce n'est pas gratuit, donc je fais des appels à leur bot et du coup, enfin, à leur modèle. Et du coup, pour ça, je dois payer. Bon, pour l'instant, à chaque appel, c'est 0,001 centime que je paye pour vous. Mais sachez que si le monde entier se met là-dessus, bah, la facture va augmenter pour moi. Et à un moment, si je ne peux plus payer, je vais arrêter. Et je vais mettre en place un appel aux dons. Les dons, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma poche, c'est pour pouvoir faire tourner le bot. Pardon, ok? C'est pour pouvoir faire tourner le bot pour qu'il puisse fonctionner. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment m'aider, c'est d'en parler vraiment beaucoup autour de vous. Parlez-en. Si vous trouvez le projet important et intéressant, hein, attention, je ne vous oblige à rien du tout. Si vous pensez que c'est pertinent et que c'est intéressant et que ça va aider, je vous exhorte à en parler autour de vous, à partager, à aimer, à liker, parce que tout ça, on le fait pour notre continent. Donc voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Franchement, partagez dans vos réseaux. Il faut que ça se sache. Si vous trouvez que c'est un projet intéressant, partagez, partagez, partagez. Merci et à bientôt sur cette chaîne.